Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des oghams, donc les oghams irlandais. En fait, les origines profondes, l'histoire, qui les a créés, d'où viennent les oghams. Bon, selon les chercheurs les mieux renseignés, ceux que j'ai consultés, donc entre autres, il y a Joseph Monard, donc séjour linguiste, celtologue, Claude Sterckx de l'Université de Louvain en Belgique, qui lui est un spécialiste de la matière celtique. Donc ces deux sources sont peut-être pour moi celles qui m'ont le plus aidé dans cette recherche. Mais de plus, je peux vous dire que j'ai eu la chance de connaître Gérard Leduc, qui est un professeur d'université, l'Université Concordia à la retraite, qui très tôt ici au Canada, au Québec, s'est intéressé au sujet, puisque dans la vallée du Saint-Laurent, nous avons évidemment beaucoup de pétroglyphes donc, attribués aux Amérindiens, mais qui finalement de toute évidence, se ressemble aux oghams. Puis Gérard, en fait, a pu trouver dans les manuscrits irlandais, le livre de Ballymote, des pages entières où il y avait des inscriptions qui ressemblaient beaucoup à celles que lui avait trouvées dans sa région où il habitait, c'est-à-dire à Potton, c'est-à-dire dans le comté de Potton, près de Mansonville. Et puis, il y en a un peu partout, finalement, tout le long des piémonts des Appalaches. Puis, ça va jusqu'au Vermont. Il y en a encore là, encore plus. Mais tout ça pour dire que, finalement, bon, ben, c'est Gérard qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, en me disant, regarde, voilà, ça c'est ces pétroglyphes-là. Moi, je m'intéressais à l'art rupestre, évidemment. Mon domaine, c'est un peu l'histoire de l'art. Et puis, j'ai étudié ça. Et puis, finalement, bon, ça m'a amené assez loin dans mes études. Parce que finalement, bon, évidemment, quand on regarde tout ce qui est du côté pétroglyphe et tout ça, il y a toujours une dimension cosmologique, cosmographique, mythologique, ce qui fait que finalement, bon, tout ça, ça correspond. Les symboles, en fait, sont des indications de ce qui se passe en haut, finalement, des cycles plutôt cosmiques. Donc, pour revenir aux oghams en tant que tels, irlandais, en fait, il y a plusieurs, les archéologues, évidemment, bon, vont refuter la thèse voulant que finalement les moines d'Irlande ou les Irlandais auraient pu finalement traverser la mer et puis les introduire ici en Amérique, les présenter aux Amérindiens, qui les auraient utilisés par la suite, qui les auraient copiés. Mais tout ça pour dire que finalement, bon, il n'y a aucune preuve archéologique à ça. Et puis finalement, bon, cette thèse-là, finalement, elle est un petit peu discréditée par les experts du domaine, évidemment. Et donc, on a oublié un petit peu ça. Moi, j'ai un peu négligé cet aspect-là parce que finalement, ça menait à rien. C'est comme poursuivre finalement un renard fantôme. Et donc, voilà. Mais je me suis intéressé en fait aux oghams en tant que tels. Puis, l'idée que les oghams, bon, venaient des druides, c'est que les druides les auraient créés. C'est encore là, ça demande des preuves. Et puis finalement, encore là, les archéologues nient cette possibilité. Et puis, parce que finalement, ce qu'on retrouve au niveau du matériel lithique, donc épigraphique, ce sont finalement des exemples qui datent au plus du début de la christianisation, l'époque des moines anachorètes, des disciples de Saint Patrick, Saint Colomban et tout ça. Donc, lié finalement à la culture chrétienne débutante en Irlande, puis finalement ce qui a fait dire à plusieurs que bon, les oghams auraient été inventés de toutes pièces pour un petit peu
aider à, à l'alphabétisation des masses par les missionnaires pour les christianiser. Donc, tout ça, ça laisse un petit peu à désirer parce que finalement, bon, pourquoi se donner tant de peine quand on a déjà l'alphabet latin qui était utilisé évidemment ou grec par ces moines anachoretes. La plupart finalement étaient de l'école, disons, alexandrine, donc maîtrisaient le grec et le latin. Donc, aucune idée finalement sur où ils auraient pu aller chercher ça. Sauf que il l'aurait inventé de toutes pièces en Irlande pour justement les passer finalement aux bardes païens pour les aider à mieux comprendre finalement l'écriture. Mais tout ça, c'est un peu boiteux et puis finalement, ça ne passe pas la rampe, évidemment. C'est complètement loufoque. Pourquoi donner à ces païens, ces pauvres paysans, parce que finalement, paganus, ça vient de la campagne, hein, donc pas juste les lieux reculés où habitaient finalement les non-instruits, ceux qui sont en dehors du domaine civilisé. Alors, pourquoi leur donner un système d'écriture qui les aiderait à encore aller plus loin dans l'art de la divination et puis dans l'art de la sorcellerie et puis dans tout ce qui horripilait finalement ces bons moines. Alors, évidemment, il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais finalement, c'est une forme de système de reconnaissance du temps, de calcul. Donc, ça pourrait indiquer, finalement, c'est pour chiffrer, pour dénombrer. Encore là, ça ne tient pas la rampe, puisque finalement, la plupart de ces symboles sont liés à des lettres ou à des sons, finalement, à des consonnes, des biconsonnes, puis des diphtongues, des voyelles doubles. Alors, c'est un petit peu là où on en vient. Et pour ça, il faut remonter aux sources, comparer. Disons, on va utiliser la grille de méthodologie du Mésil pour ce qui est la comparaison de cultures semblables, cultures indo-européennes qui sont apparentées, pour justement les comparer entre elles et pour arriver à trouver finalement le dénominateur commun, finalement la source commune. Et puis c'est un petit peu comme ça aussi qu'on arrive à remonter finalement bon, ce qui est au niveau des mythes, des schèmes, et puis tout ce qui entoure l'imagerie, l'iconographie profonde. Donc, les thèmes, hein, en fait, les thèmes qu'on retrouve dans les récits. Alors, il y a aussi le fait que, bon, pour mieux comprendre les symboles, comme les systèmes alphabétiques ou les systèmes d'écriture, sont hautement liés à la représentation, donc au dessin, au symbolisme. Et puis encore là, il y a toute une imagerie profonde qui se dégage. Et puis si on utilise les deux méthodologies ensemble, on arrive finalement à des résultats qui sont assez probants, qui sont vraiment assez intéressants. Évidemment, pour essayer de prouver que les oghams irlandais proviennent de beaucoup plus loin, donc il faudrait aussi trouver la source commune celtique, donc du godaïlique et puis du brittonique, donc c'est-à-dire que le celtique continental puis le celtique de Bretagne sont apparentés dans le sens que c'est du celtique P qu'on appelle, P pour la lettre, c'est-à-dire la lettre qui va à ce moment-là être subtilisée au Q, la lettre Q, en godaïlique. Donc, et puis là, ben, pour retrouver ça, il faut remonter dans la péninsule ibérique.
là où on pourrait trouver des langues communes ou des langues semblables ou finalement ou des étymologies beaucoup plus profondes. Et c'est là qu'on en est. Alors, ma thèse, personnellement, c'est que les agames irlandais proviennent du continent, proviennent surtout, qui auraient été développés dans la péninsule ibérique, et puis finalement qui se seraient répandus dans le sud de la Gaule, et puis dans le centre de la Gaule, et puis jusqu'au piémont des Alpes, où on retrouve beaucoup de sites de pétroglyphes, d'art rupestre, où il y a des symboles qui recoupent finalement ceux qu'on retrouve dans le livre de Ballymote, le livre irlandais de Ballymote. Donc, alors, revenons aux sources communes. Évidemment, il y a la mythologie. Hein. Dans la mythologie grecque, on a deux explications pour expliquer les débuts de l'écriture. Il y en a une qui nous dit que ce serait un certain Cadmos qui serait finalement un genre de scribe ou de sage qui viendrait de la Mésopotamie, du Moyen-Orient, donc un Phénicien qui se serait rendu en Grèce et qui aurait fait connaître aux Béotiens de Grèce l'écriture de l'alphabet. Et puis, c'est comme ça qu'on explique l'origine de l'alphabet grec. Mais il y a aussi, finalement, des mythes beaucoup plus anciens qui laissent comprendre que, finalement, ce serait Hermès qui aurait inventé l'écriture et puis qui, en observant, finalement, le vol de grues, et on sait que les grues, les trois grues, dans la mythologie grecque et celtique, sont liées à la divination, donc aux fées du destin. Donc les trois normes, les trois parcs, les fées qui veillent sur le destin des hommes. Donc là, ça pourrait expliquer finalement l'origine des premiers symboles, puis ces symboles-là qui seraient faits à partir justement du vol des grues, la configuration des étoiles. À ce moment-là, on aurait donné naissance aux formes d'écriture linéaire A et linéaire B, qui sont beaucoup plus archaïques, plus anciens en Grèce que l'alphabet. Voilà. Et on a évidemment le même pendant, le même concept chez les Irlandais, où finalement on aurait, ou encore là, deux mythes qui expliqueraient les origines de l'écriture. Alors on a finalement un mythe qui nous dit que ça aurait été un certain Phineus Farseth, qui, c'est-à-dire Finn ou en celtique ancien, Windows, le Perse. Donc Farseth, c'est la forme gaélique de Perse. Donc du nom, c'est-à-dire, alors le type serait de Perse et puis aurait amené le Bobyleth en Irlande. Alors, quand on regarde le terme Bobyleth, en fait, on sait que Bobyleth, ça veut dire Bible, et lath, ça veut dire en gaélique les lattes, en français une latte, les lattes d'écriture. Donc, en fait, on sait qu'autrefois, chez les anciens, surtout chez les Celtes, on utilisait finalement des plaquettes de bois pour graver des signes et des symboles, et on utilisait aussi des plaques de métal. Hein. On sait, en Gaule, on en a trouvé beaucoup. Donc, plaques de cuivre, plaques de plomb, les plombs de Larzac, Chamalières et autres sites. Ouais, évidemment, les plombs de Coligny, le fameux calendrier de Coligny. On a plusieurs exemples. Donc, mais si on veut retrouver disons, un texte qui serait bilingue, ou peut-être où on retrouverait les deux formes d'écriture, c'est-à-dire les ogames et
une forme d'alphabet, il faut aller jusque dans les piémonts des Pyrénées, jusque dans les Pyrénées, au Mât d'Asile, dans cette région, en Cerdagne, pour retrouver finalement des pétroglyphes où on aurait de l'écriture ibérique avec des proto-ogham. Et puis, quand on traduit, finalement, en utilisant le système le syllabaire, c'est parce que finalement, ce n'est pas un alphabet, c'est un syllabaire. Finalement, il y a Bababi Bobu pour B. Hein. En fait, il n'y a pas que la lettre B, mais il y a Bababi Bobu, C, c'est Kakakikoku, et j'en passe. Et puis là, il y a l'ogham. Mais l'ogham ne correspond pas exactement à celui alphabétique qu'on retrouve chez les Irlandais avec le livre de Belmota. C'est en fait encore là un système symbolique, de symboles qui représentent des sons. En fait, des sons, des biconsonnes, des diphtongues, en plus de lettres qui ont une certaine, disons, sonorité et qui se déclinent exactement comme les bijas, mantras chez les Védas, dans les textes védiques ou les Upanishads en Inde. Donc, on retrouve exactement le même principe, et puis tout ça s'explique et se décline de la même façon. Donc, il n'y a pas de différence marquée. Alors, on va justement un peu regarder ça de plus près. Et évidemment, mon aide-mémoire ici. Alors, disons, on va commencer avec la lettre B. Dans les Ogham, finalement, le livre de Belmota, on a une forme d'alphabet, mais cet alphabet n'est pas tout à fait un alphabet comme je vous le disais tout à l'heure. Les lettres sont un peu organisées, ne sont pas dans l'ordre de l'alphabet, premièrement. Et puis, sont organisés d'une façon spéciale pour, à ce moment, codifier selon un certain code, un code donné. Alors, évidemment, la première lettre, Beth, ressemble beaucoup, vous me direz, à l'alphabet grec ou celui des Hébreux. Beth, bêta en grec, Beth en hébreu. Donc, on a là une ressemblance. Mais est-ce là, finalement, une preuve que ça vient de l'alphabet? Pas du tout, parce que toutes les autres lettres ne correspondent pas du tout à l'alphabet, en fait, aux désignations qu'on peut retrouver avec l'alphabet. Beth, évidemment, ça peut remonter à très loin, parce que finalement, on a, si on remonte à la langue indo-européenne, Bata, ça peut être aussi une hutte, une maison, une cabane. Et le sens est le même, hein, finalement, pour ce qui est du grec, pour ce qui est de l'hébreu. Donc là, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a eu un contact évidemment avec les Philistins. Donc il y a possiblement, on sait qu'avec les Philistins, le Bélos grec puis le Bélos philistin sont exactement les mêmes. Et puis, finalement, il a été confondu chez les Hébreux avec Baal. Alors là, c'est tout ça avec la lettre B. Évidemment, on a finalement un résidu, qu'on dirait, finalement, de cet emprunt-là. Mais, évidemment, ça pourrait être autre chose. Et on sait aussi que chez les Celtes, les cuspides en astrologie, pour désigner les maisons astrologiques, cosmiques, sont marqués non pas par une corne, comme en latin,
ou chez les Grecs, mais par un arbre. Donc, on s'imagine finalement la ceinture de l'écliptique des zodiacales, la ceinture zodiacale, comme finalement une série, une frondaison d'arbres qui marquent le bord d'une route, le sentier, finalement le sentier céleste, donc de la voie céleste. Donc, Beth, en fait, désigne le bouleau. Betois, c'est la forme, disons, ancienne, celtique ancienne. Et puis ici, on regarde, qu'est-ce que ça connote? Évidemment, bétis, en celtique ancien, c'est route, chemin. Béton, aliment, donc ce qui alimente. Bitou, bitus, le monde des vivants. Donc le monde des vivants est nourri par cette lettre qui symbolise le bouleau. Et on sait que, jadis, autrefois, si on voulait remplacer le lait maternel, on pouvait utiliser de l'eau de bouleau qui était nourrissante, puis ça aidait finalement à sevrer le bébé, et puis le faire passer aux aliments plus solides. Donc, évidemment, tout ça a un sens sur le plan symbolique. Louis, le sorbier. Alors, connotation luxna, c'est une brûlure, donc ce qui brille. Luxita, luxetos, c'est éclair. Luxo, éclat. Luxna, la lune. Et puis, au sens divinatoire, nous avons luctos, la partie, la part, une troupe, une équipée. Et puis, on a luxta, la charge, la population. Et luxa, traîner, remuer, agiter. Donc, voilà pour la lettre L, pour sorbier. Pensons au lusitanien. Et là, cette lettre prend tout son sens, puisque si on a dans la région d'Alvan, les plus anciennes formes d'écriture qu'on peut retrouver, finalement, qui, comme je vous dis, en caractère ibérique. Hein? Alors, vous avez aussi les caractères celtes-ibériques, parce que finalement, la plupart des spécialistes de l'histoire des alphabets ou des symboles vont désigner les différentes formes de syllabaires selon la région dans la péninsule ibérique. Donc le sud, sud-est, le nord, l'est, l'ouest, tout ça. Donc dans chaque région, il y a des peuples, des ethnies, des tribus. Et puis dans la région lusitanienne, donc, nous avons les gens du Sorbier, et puis ou les Ormeaux des montagnes, Lusos, Lucis. Maintenant, on va passer à la lettre N. Et si on regarde Bellen, là, on a un trio ici, finalement, ce que les Irlandais appellent un trifocal, c'est-à-dire trois lettres forment finalement la charpente d'un nom, d'un théonyme, le nom d'une divinité. Alors, BLN, Beth Luis Nion, en gaélique, pour Belen, Belenos, donc le dieu de la lumière. Belos, on sait que c'est le dieu de mai, donc le dieu du printemps, le dieu des illustrations, de la chaleur, du retour de la nature. Et puis, si on suit encore, on a Fern, Wernos, Own, connotation Wernos, en fait c'est comme vergne en français, hein. Donc ça veut dire bon. Vous avez Werono, terre, terrain, terroir, pays, Wiros, homme. Et puis là encore, vous voyez Fern en gaélique, ça veut dire vrai, le vrai, l'homme. Donc c'est par l'homme qu'on retrouve la vérité par l'homme. Weronados, chtonien, tellurique, vous avez Wirona, sincérité, Wironia, véracité. Alors ça, c'est pour le F. Mais on sait que le F va être une mutation du V, donc évidemment comme la lettre V en latin. Et puis
on retrouve chez les Étrusques justement ces subtilités-là aussi entre le F et le V. Et vous avez donc à ce moment-là le V qui, lui, étymologiquement, va, si on remonte, fait une remontée étymologique, on va retrouver le wa, le U en tant que consonne, pas le U en tant que voyelle. Donc, wernos, own, wir pour homme, vir en latin. Vous voyez? Donc, ferme. Ensuite, sul, ça vient de, en fait, Celix, Soul, et puis là on a parlé du Soul tout à l'heure, et finalement, bon, vous avez, en fait, du boulot. Le Soul est un peu lié au boulot, dans le sens que finalement, il est lié à la femme avec le monde aqueux, le monde des eaux, le monde des eaux souterraines ou le monde des eaux lacustres. Donc, la connotation qu'on retrouve cosmique, c'est sawalis, saulios, sawalios. Pour le soleil, soulis, l'œil. Évidemment, vous avez cette idée indo-européenne très ancienne de l'œil du soleil, puis le soleil qui est lié avec l'œil de la déesse. Vous avez finalement chez les Romains, vous avez la Providence, finalement la fée de la Providence qui est une nymphe, et puis qui est symbolisée par un œil. Et puis vous avez, on trouve la même chose dans les textes védiques en Inde, avec la déesse qui est représentée par l'œil du soleil. Donc voilà. Et tout et puis mais chez les Celtes, vous avez donc Suliwa, qui en Bretagne surtout, à Bath, dans le sud de l'Angleterre, ou d'aujourd'hui, vous avez finalement cette divinité Suliwa qui est une déesse solaire liée à Granos, le dieu du soleil. Donc, un des noms de Bélénos qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, sens divinatoire, soulissement, le regard. Donc, c'est le regard du soleil. Hein? Tout ça a un sens, vous voyez, tout ça par jeu de mots, parce qu'on sait qu'autrefois, les druides et les bardes fonctionnaient par jeu de mots. Alors, croyez-vous pour un instant que nos amis bardes christianisés se seraient donné à autant de peine à conserver quelque chose comme ça si ça n'avait pas existé au préalable? Donc, puis en même temps, cette mythologie-là, elle est extrêmement ancienne, entre guillemets, païenne. Huath, squettes, ouettes, squiats, aubépine. Donc, c'est un petit peu la remontée étymologique du mot huath en gaélique. Connotation de huath, c'est ouettes, vat, durée de clair, ouatis de vin, prophète. Mais tout ça pour dire que si on fait une remontée étymologique de huath, de la lettre, pour ce qui est de la désignation de l'arbre, l'aubépine, squillat, spias. Donc, ça devient finalement un SC. Donc, évidemment, le SC, ça a un sens. Ça prend tout son sens, finalement, parce que skiatos, ça veut dire canard, mais aussi scatos, ça veut dire ombre. Scatakos, ça veut dire donc terriblement ombragé, trouble. Hein? Vous avez scatlon, un récit, une narration. Et puis vous avez donc encore là, divinité, donc théonyme féminin. Donc Skataka. Et puis vous avez Huataka, la fille. Donc c'est que là, ça prend tout son sens parce que finalement, la fille de Skataka, c'est Wataka, Fathach, puis Wathach, puis Skatach, dans la langue gaélique. Et puis là, ça nous explique par ce thème comment le son a dérivé du SC au H, parce que finalement, la lettre H n'a pas été beaucoup utilisée par les Celtes. Ce n'est pas une lettre qui a un sens typique.
parce qu'on sait que finalement, en temps normal, c'est le est, et puis on retrouve plutôt ça chez les Grecs, et puis dans la langue des cananéennes, donc chez les Hébreux. Évidemment, ça a été par la suite remplacé par le H, puisque finalement, si on a eu les bardes christianisés, ils ont voulu donner à cette forme d'écriture plus de sens mythologiquement au niveau du thème biblique, en remplaçant le SC par un H. Voilà. Maintenant, on passe au D pour douir, donc dervos en celtique ancien, chaîne. Connotation dervos, derbès, sur certains, avérés, dru, comme en français dru, hein, ça pisse dru, ça tombe dru, la pluie tombe de façon dru. Ferme, donc fermeté. Et là, on a évidemment des mots comme druisos, druis, le druide, celui qui voit clair, donc celui qui est sage, celui qui est super voyant. Donc, vous avez Dworon, la porte, donc la porte de la divination. Et puis, sens divinatoire, Daron, égard, considération, Derdrio, obstination, et Derwato, preuve, et Derwatos, épreuve et test. Donc, c'est le druide qui teste. Maintenant, on va passer à la lettre T. Alors, évidemment, ici, on a Tain, qui vient de Tenos, le ou. Et puis, donc, évidemment, il y a la connotation, c'est Tonedo, le feu, Tepno, le feu, Tepnos, Tenia, feu de bois. Et vous avez Tennis, le frêle et délicat, donc l'adjectif frêle et délicat. Tenos, strict et sévère. Et Tina, disparition. Maintenant, on va passer à la lettre C. C, c'est Koslos pour coudrier, donc connotation, Kalos, roche, Kolios, groupe, troupe, Kolia, troupeau, horde, Koilos, Koelios, présage, Koilou, hospice, sens divinatoire, Kalos, malin, futé, rusé, adroit, sage, perspicace. Donc perspicace, et Kolio, crime, Kolios, criminel, Kolio, dénouement. Non, pardon, excusez. On aurait pu faire un jeu de mots là. C'est le dénudé. Donc, Kerta, donc vous avez le pommier sauvage chez les Irlandais, Kerta. On a le mot français croisier. Si on va au Poitou puis au Berry, croisier, tout ça, qui est finalement la petite croise, qui est la petite pomme sauvage qu'on utilise pour faire des confitures, tout ça, que les anciens cultivateurs connaissent bien. Donc ça, c'est finalement, c'est pas le pommier de culture, c'est le pommier sauvage. Connotation Kerta, Kerda, roche, Kertos, court, et puis vous avez Corios, chaudron, sens divinatoire, Kertos, correct, juste, droit, et Cortis, parti, par, ou partiste en britannique. Et là, vous avez ensuite la lettre M. Et on va utiliser la mutation Mouinia chez les Guadéliques, les Gaéliques, ils vont dire Mouinia. Et ça s'écrit avec M-U-I-N-I-A. Et en fait, le terme celtique ancien, disons britannique, tout ça, c'est Winia, vigne, donc comme le mot français vigne, Winia. Et la connotation, c'est Winsiu, perception, Wintia, hauteur, colline, sens divinatoire, Wenis, passion violente, violent désir, et Windia, éclat, beauté, donc, et Winda, blanc.
Alors, vous avez vu que finalement, on va évidemment remplacer un arbre qui n'existait pas. Puis là, évidemment, dans le sens chrétien, il était important ici d'importer une lettre, une désignation qui va avec le vin de la Seine. Et on peut supposer facilement que ce qui précédait, c'était Miletos, mille, qui est une connotation beaucoup plus terrible. Miletos, qui est finalement le ravage, donc qui est causé par, disons, les épines qui tombent du mélèze. En fait, miletos, c'est mélèze. Donc, un ravage causé par les épines du mélèze. Et donc, évidemment, ceci avait un sens particulier pour les anciens. Spécialement, bon, évidemment, si on se rapporte finalement au monde celtibérique ou dans la péninsule ibérienne, et là, on va retrouver le fameux personnage Milesius, Mille d'Espagne, qui lui va apparaître finalement en Irlande dans la mythologie. Donc, ce fameux Milesius, Miletos d'Ibérie, qui va finalement introduire la culture, la savante, l'écriture et toutes ces choses finalement en Irlande. Et là, on a tout le sens finalement de cette lettre. G pour Gort, Gortia, Lierre, Ajon. Connotation Gorton, clos, closerie, jardin, donc garden en anglais, jardin en français, Gorton. Et puis vous avez Gortus, chaleur, vous avez sens divinatoire, donc c'est Gorta, famine, Gortios, acide, aigrelet, amer. Et ça, c'est le sens de G. Et puis là, finalement, aussi, on a l'oiseau, la grue qui est liée à ça, Garanos, Garana, la grue, donc, qui est liée à cette lettre. Donc, évidemment, on sait que la grue, c'est la divination. On l'a vu tout à l'heure. Et là, on a le fameux NG. NG qui ne paraît pas, finalement, dans aucun des alphabets. Évidemment, c'est pas, sauf peut-être dans le Plutarque des Scandinaves ou des Germains. Et le ing qui appelle, donc NG. Et cette lettre, évidemment, n'avait aucune utilité pour ce qui est de l'alphabet, mais on l'a gardée parce que finalement, ça correspondait au Hong, où l'idée que les Bretons et les Gaëls, Hong en Gaël et Ankou en breton, se faisaient finalement de la mort. Et puis, de toute façon, la mort a autant de poids, finalement, dans l'Antiquité païenne qu'elle en a chez les chrétiens. Et donc, ça, le symbole ing était lié à la fatalité. Donc, Ankou, puis évidemment, le végétaux qui correspondait à cette lettre, c'était le roseau, qui était désigné en gaélique par Ingetal, puis qui vient du vieux celtique Ini Ketalis, qui veut dire des herbes qui sont submergées, des herbes qui poussent dans l'eau. Donc, évidemment, c'est le roseau et toutes ces herbes qui poussent dans les marécages. Donc, la connotation, c'est anagantios, calamiteux, anagantios qui est inactif, sans activité, qui est un nom de mois qu'on trouve dans le calendrier de Coligny, mais qui correspond aussi au géant qui aurait inventé les écritures, l'Hermès breton, qu'on retrouve dans le Bardas du pays de Galles, qui est Hennegan, qui se trouve être un géant, qui lui aurait inventé les Colbren, les formes d'écriture, qui encore là sont très très semblables, beaucoup plus semblables, qui ressemblent beaucoup plus
aux écritures celtibères qu'à l'alphabet latin. Donc, on peut dire que les Coelbren bretons, gallois, dériveraient finalement des écritures ibériques. Ceci étant dit, on va les retrouver donc à ce moment-là avec les écritures de Glosel en France, donc dans le Massif central, en Auvergne. Et puis, juste pour vous rappeler un petit peu, finalement, les plombs de Larzac et compagnie sont du Massif central, sont écrits en caractère latin, et puis sur des plombs, mais les tablettes de Glosel, finalement, les tablettes d'argile, on a parlé tout à l'heure de plaquettes de bois, bon. Ici, en gros, la plaquette d'argile utilisait une forme d'écriture qui était, on peut dire, une forme gauloise ou hexagonale, donc forme en dehors du territoire ibérique, donc une forme de caractère ibérique qui serait utilisée par les Gaulois. Donc les cousins gaulois qui utilisaient la même forme d'écriture, donc les druides, auraient sûrement enseigné cette forme d'écriture-là dans toute la région ibérique et hexagonale de Gaule. Maintenant, là, on va, après NG, on va tomber finalement dans d'autres formes de biconsonnes, ligature, avec le ST. Le ST, finalement, encore là, ça n'a aucune raison d'être, une plante de, disons, de l'alphabet, parce que ça n'existe pas dans l'alphabet, à part peut-être le Z ou... D'accord. Alors, évidemment, les spécialistes de l'ologame en gaélique vont substituer le SD pour le Z. Donc, évidemment, puisque le Z se retrouve aussi dans l'alphabet latin. Et là, évidemment, c'est une... on peut dire que ça a été changé par la suite, donc c'est une innovation tardive. Donc, le ST, lui, dérive étymologiquement du SD. En fait, c'est le SD est sonore, donc le ST n'est plus sonore, donc c'est plutôt, l'accent est sur le S. Alors, comment on explique? C'est que finalement, chez les anciens Celtes continentaux, les Gaulois, tout ça, on va utiliser le D avec... en fait, c'était la mutation du D si on met un trait dans le D, on va mettre... on va barrer le D. En barrant le D, on va obtenir à ce moment-là un DZ. Donc, le DZ, c'est un peu comme si on dit, il y en a qui vont prononcer Dieu, et certains patois, en France, hein, et d'autres vont dire Dieu, comme au Canada. Donc, vous avez les deux formes. Donc, le Diz provient finalement du gallique, tandis que le Di provient du germanique. Ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu, finalement, à ce niveau-là. Donc, Streif, ça vient de Zdragen, Draganos, qui est épine vinette. Connotation, Zdraganos, ça veut dire épineux. Puis là, on a Zdira, étoile. Et puis, on a Strato, grève, rivage. Et Zdrago, observateur, guetteur. Et puis, ensuite, on a Ziratos, passé au crible, Zdragos, trouble, et Zdriga, mauvaise fée, une mauvaise fée. Donc, la Zdriga, c'est la mauvaise fée.
Alors, vous avez finalement que ce que ça veut dire, c'est que l'épine vinette représente la mauvaise fée. Ensuite, vous avez R pour ruis, ruis en gaélique, vient du celtique ancien ruisca, sureau. Connotation, donc rix, roi, évidemment, rusca, ruche, ruscon, corbeille, roussia, glacier, sens divinatoire, roussemaine, forte activité, rectis, loi, règle, rectu, droit, légalité. Et là, on va changer finalement, évidemment, dans leur gamme, on a finalement séparé les voyelles. Donc, on a les voyelles qui sont à part. Donc, vous avez elm pour A, donc alamios, le pain. Des connotations alama, troupe, l'embouchure, alamos, cheptel, bétail, alma, élevage, almos, peuplier. Donc, on a aussi l'idée de peuplier et pain qui sont un peu liés. Sens divinatoire, albio, albiou, l'univers, le cosmos. Donc, A, évidemment, c'est l'alpha puis l'oméga. Ben, là, on va le garder pour les chrétiens. Ça a encore du sens. Maxa, la bonne fée. Donc là, on a la nourricière, la bonne fée. A, c'est la bonne fée, tandis que oui, c'était l'autre. OK. Aune, oxino, ajon. Connotation, osna, frêne. Ono, ona, c'est liquide. Ana, ano, eau, rivière, tout ça. Sens divinatoire, ona, honte. Ono, fatigue et soif. U, et on a parlé tout à l'heure du U, finalement, qui était la consonne. Ici, on a la voyelle, enfin. Et puis, ur en gaélique, donc ça vient d'uroika, broika, la bruyère. Connotation, ur, le feu, ura pur, uraka, la vieille femme, la sorcière. Vous voyez que tout ça, c'est toujours lié à la femme, la fée, la sorcière, donc toujours à la divination. Hein? On voit que c'est complet. Hein? C'est ici comme système. On se retrouve près des tarots dans un sens, ici. Là. Et puis, ça, c'est une autre histoire. Finalement, l'origine des tarots, on peut revenir à ça plus tard. Donc, Uraka, la femme célibataire, Urako, le fragon. Sens divinatoire, Uradma, l'enracinement, racine, Uradios, bien partagé. Et Oda, il y a Idato, Esdatos, Esados, le peuplier. Pardon, excusez. Ça, c'est difficile à prononcer, tout ça. Ça en fait toute une fourchette. Connotation et des mots lières. Edon, espace. Air, étendu. Educa, edukos, qui est le yèble. Sens divinatoire. Relaxa, justice, procédure judiciaire. Exitos, agile, souple, opiniâtre. Yo-o, Youa, Yowos, Youbar, Iburos, Eburos, If, connotation Iwos, bon, propice, fort, beau, rougeâtre, sens divinatoire, Youos, le désir, Youistios, ce qui est de bon droit, donc de bon ton, ce qui est de droit commun ou de bon entendement. Et ensuite, vous avez Essad, Ea, c'est donc la biconsonne Ea, Essad, Essados, peuplier, ou Huad, qui est le X pour Quaiton, Kaiton, Taï, connotation Kaiton, Keton, lande, inculte, Kaitos, la brousse, sens divinatoire, Kaitos, le commun. Ensuite, vous avez Oi, O-I, ou Ouer, O-I-R, pour Fiusuer, ou Wasorios en vieux celtique pour fusain, ou Taran, Taranos, donc le TH, le chêne vert, connotation Taranos, Taranos tonnerre,
Taranatos, orage, tarandos, reine, sens divinatoire, tarabara, roue de fortune, et taratros, transpercé, pièce taraudée, le tarot. Voilà l'origine du mot tarot, ça vient du gaulois, donc qui vient de taratron. Et puis vous avez tarnis magique. Donc la magie, on voit la magie, le tarot, tout ça pour ware, le TH. Et vous avez oui, donc Willian, Willow, chevrefeuille ou petios, aubier, connotation Willia, honnêteté, volonté, Willows, cheval, petia, portion, moitié, pièce, chose. Encore là, l'idée de la pièce, c'est toujours des morceaux de mots, en fait, des éléments de mots, des diphtongues qui vont, et puis des biconsonnes qui sont jumelés, qui vont former des mots. Par exemple, Huad, évidemment, le Ea, puis ça va devenir Rea, qui va être l'élément de la terre. Throer, ça va devenir l'élément du feu. Ensuite, vous avez oui, Willian, Willow, chevrefeuille ou peth, pétios, aubier. Willia, honnêteté, volonté, Willios, cheval, pétia, portion, moitié, pièce, chose, sens divinatoire, Willia, amélioration, Willia, modestie, Willio, changement, et petit. Donc ici, vous avez puis, finalement, alors vous avez encore là un sens pour ce qui est d'un élément. Donc, vous avez l'eau, et ici, vous avez Ifin, qui est IA, mais qui est aussi la lettre PH. Et puis, donc, vous avez ici Spidna pour le groseillier macro, ou Phea, Phogos, P-H-O-G-O-S, qui vient de Bagos. Être, connotation Spidska, rapidité, vitesse, un peu comme speed en anglais. Spina, épine. Vous avez bagarre, révolte, sens divinatoire, spactos, abattu, vaincu, et bagia, une lutte. Donc ça, c'est pour FIA, P-H-I-A. Alors, vous avez ensuite, finalement, la finale, AE, qui est jumelé avec le XS, donc qui s'appelle le grand X en gaélique, Himor. Alors, vous avez Aimankol, qui vient de Wanokoslos, l'ormeau des montagnes. Et là, évidemment, c'est un arbre qui pousse très bien, évidemment, dans la péninsule ibérique. Ou Pain, Pados, pain. Et puis Padinos, Pinède ou Himor, comme je vous ai dit, Maros, Hi, le grand X. Connotation Wanos, faible, blessé. Vous avez le sens divinatoire, Weniko, parent. Vous avez Wenikos, apparenté. Puis vous avez Sulci, Diactos. Vous avez de l'hypnotisme. Alors, tout ça, évidemment, bon, c'était les lots pour la divination. Et puis, finalement, si on regarde dans le livre de Balémoth, on a les tableaux, finalement, pour jeter les sorts. Et vous avez les mêmes genres de lots, c'est le même symbole, les mêmes genres de tableaux qu'on peut retrouver dans l'art rupestre, dans la vallée de la Seine, à Fontainebleau. Vous en avez aussi dans les piémonts des Alpes au mont Bégaud. Et puis vous en avez aussi dans les Pyrénées. Donc finalement, c'est exactement les mêmes symboles qu'on va retrouver qui vont représenter finalement l'espace. Hein. Finalement, le nord, c'est la bataille, le conflit, qu'on dit bagarre tout à l'heure. Hein.
Et puis l'Est, c'est la prospérité, l'Ouest, c'est la joie, la connaissance, et puis le Sud, c'est la force, le gain, l'harmonie. Et puis en jetant finalement les oghams sur ces tableaux, finalement, on obtenait le sens divinatoire. Et puis, évidemment, il y a aussi l'astrologie. Si vous voulez acheter mon livre ou vous lire mon livre, vous l'avez en ligne aux éditions Édilivre, et publié à Paris. Et là, finalement, c'est l'astrologie des druides que vous pouvez commander chez Édilivre. Et là, je vous explique en long et en large tout ça. Donc, vous n'avez pas à vous creuser la tête pour essayer de comprendre entre les lignes ici pour ce qui est des cuspides astrologiques par rapport aux oghams. Parce que finalement, il y a tout un ordre avec la roue de... Vous voyez, la roue de Ferchatné, qui est vraiment le druide devin qui va tirer... Ferchatné, c'est-à-dire l'homme de grand art, Wiros Kardastos, l'homme de grand art qui, lui, va à ce moment-là connaître les cuspides des étoiles liées finalement aux lettres, les symboles des oghams, pas les lettres, les symboles, les oghams, et à la divination. J'espère que tout ça, ça a pu vous aider un peu finalement à mieux comprendre où je vais aller avec tout ça. C'est sûr que ça a l'air très compliqué, puis peut-être que ça l'est. Moi, ça m'a pris du temps avant de débroussailler cette sylve incroyable. Et puis, donc, si ça vous a aidé un petit peu, à vous rendre un petit peu sylvestre au niveau des symboles, voilà, des druides, puis j'ose le dire, c'est pas quelque chose qui a été amené par les moines, ces chers moineaux, c'est qui est tombé du ciel, c'est véritablement un système qui aurait été synthétique, complètement organisé selon le sens des bija mantras qu'on trouve en Inde, exactement selon le vieux système indo-européen qu'on retrouve partout dans l'ère, dans l'univers culturel indo-européen ancien, qui aurait ensuite trouvé ces petites colorations culturelles d'un espace à un autre. Voilà, et j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Et puis, je tire ma révérence en vous souhaitant au revoir. À la prochaine. Merci, au revoir.